Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talkback GP. On va bien évidemment revenir sur ce Grand Prix d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et Dieu sait qu'il y a à dire, un petit coup d'œil à nos partenaires sans qui nous ne serions pas là et même sans qui nous ne serions plus là. À tout de suite. Voilà, donc bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce débrief consacré au Grand Prix d'Indonésie. Et comme je vous le disais, il va y avoir pas mal de choses à dire. Et pour m'accompagner sur ce débrief, on ne change pas une équipe qui gagne. On va retrouver tout de suite du côté de l'Indonésie Michel Turcot. Salut Michel. Salut Eric, ouais, ça va très bien. Écoute, on est le soir en Indonésie, tout va bien. Bon, parfait. Et puis évidemment, pour nous accompagner également, on compte sur Thomas Morcellino. Salut Thomas. Salut Eric, salut Michel. Bon, tout va bien messieurs. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur parce qu'apparemment il a fait très très chaud ce week-end à Mandalika. Ouais, ça cognait grave. Il faisait lourd surtout. Ouais. Bon, t'as pas pris trop de coups de soleil, t'avais une casquette Thomas. Ah, mais moi je me mets à l'abri à la clim dans une salle de presse, tu sais bien. Ok, bon, alors comme je le disais, ce Grand Prix d'Indonésie, il y a beaucoup de choses à dire. Et évidemment, la première, on ne fait pas offense à Firmin Aldeguer, mais on y reviendra dans quelques instants. Mais on va évidemment revenir sur le fait marquant de ce Grand Prix. C'est bien évidemment la chute de Marc Marquez. Alors, la chute en tant que telle, ça ne serait pas très grave en tant que telle, comme je viens de le dire, Michel. Mais c'est surtout les conséquences que ça pourrait impliquer parce que pour l'instant, on attend un retour de ses examens à Madrid. Parce que lorsqu'il est parti, Marquez disait que peut-être la clavicule, peut-être l'épaule, mais surtout les ligaments. Est-ce que vous avez eu un retour de la part du staff technique ou pour l'instant c'est statu quo par rapport à ce qui a été annoncé dimanche après la course? Écoute, je pense qu'au moment où on enregistre notre émission, Marc doit arriver en Espagne, donc il va passer des examens et on en saura plus. Là, il est parti, ils l'ont fait partir au plus vite hier soir de Mandalika. Voilà, les examens qui ont été faits sur le circuit avec une radio qui était avec un appareil un peu vieillot, donc c'était pas très clair. Ils suspectaient une fracture de la clavicule. Enfin, quoi qu'il en soit, s'il y a une fracture de la clavicule, ça sera pas une fracture du niveau de celle qu'on a vue de Martine. De toute façon, on l'a vu, il s'est relevé, il bougeait son épaule. Donc, si tu as une clavicule cassée, Eric, tu le sais, tu ne bouges pas ton bras comme ça. En revanche, effectivement, il y a les ligaments qui sont très certainement atteints. Donc, c'est une épaule qui avait été opérée en novembre 2019. Voilà, donc ça risque de l'éloigner des circuits quelques temps. On peut imaginer, et il l'a dit, de toute façon, la leçon des années qui viennent traverser, c'est que prochaine blessure, il prendrait son temps pour récupérer. Il vient d'être champion du monde, il a atteint l'objectif fixé, donc là, il y aura personne qui va le pousser à précipiter son retour. Donc, on va enchaîner Australie, Malaisie. Il y aura une semaine off, et puis ensuite, on aura Portugal, Valence. Voilà, on peut imaginer qu'il soit de retour à Valence, au moins pour la journée de test du lendemain. Mais encore une fois, on va attendre d'en savoir plus exactement sur sa blessure. Thomas, c'est encore une fois la confirmation que Mandalika, ce n'est vraiment pas le circuit de Marc Marquez. Hein. Ah bah non, c'est sûr que là, en fait, il a jamais marqué de points le dimanche, déjà, pour faire simple. Et ensuite, les seules fois où il a marqué des points, c'était en sprint. C'était l'an dernier où il a fini 3e et 7e samedi dernier. Donc, c'est pas un circuit qui réussit. Et puis, comme il le disait, hein,
il l'a encore répété tout au long du week-end. Bon, déjà, il n'arrivait pas le couteau entre les dents en disant je vais absolument gagner. Bien sûr, si cette éventualité se présentait, il allait le faire. Mais dès le vendredi, il a vite réalisé, je pense qu'on va y revenir avec Michel, que ce week-end, ça allait être compliqué. Ça a été compliqué pour pas mal de pilotes Ducati, quasiment tous, sauf quelques-uns. Et donc, il s'est dit, bon, bah voilà, ce circuit me sourit pas. Voilà. Donc, il s'est dit, maintenant, je vais faire au mieux et puis après, marquer des points. Il pensait pas, bien évidemment, que l'issue du week-end allait se passer comme celle-ci, quoi. Alors après, ce qu'on a vu, on a quelques images qui ont été des captures d'écran de la chute de Marc Marquez. Moi, ce qui m'a interpellé quand même, c'est que on parle beaucoup de la sécurité et j'ai l'impression, malgré tout, que cette chute, en fait, elle aurait pu être bénigne parce qu'au début, il glisse assez longuement d'ailleurs, mais lorsqu'il rentre dans le bac à gravier, j'ai l'impression qu'il y a une marche et c'est ça qui le fait retourner et qui le fait rebondir. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi et surtout, est-ce que vous avez eu des commentaires par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que sans ce bac à gravier, il aurait glissé et il n'y aurait peut-être pas eu d'aussi graves conséquences, non? Ouais, le problème, Eric, c'est pas tant le bac à gravier que, comme tu l'as dit, il y a une marche. Il y a une marche entre la piste et le bac à gravier. Et c'est d'ailleurs la blessure, elle est à l'impact de cette marche. Si tu revois la vidéo, c'est à ce moment-là c'est le choc qui prend, qui non seulement l'envoie valdinguer, mais en plus ça le blesse à l'épaule. Donc ça a été souligné par tout le monde, ça a été évidemment évoqué dimanche soir et ça va être une modification qui va être demandée pour la suite. On peut imaginer on peut penser que ça aurait pu être peut-être étudié avant, mais visiblement personne s'est rendu compte que ça pouvait être impactant et voilà, il a fallu qu'il y ait un blessé pour qu'on en prenne conscience. Encore une fois, ça fait un choc supplémentaire. Et Thomas, moi, ce que je voulais voir aussi avec toi par rapport à Marquez, c'est que encore une fois, ça touche son bras droit qui a été opéré 4 fois, hein, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras, Thomas. Et par rapport à ce que disait Michel tout à l'heure sur sa convalescence, si vraiment les ligaments s'est confirmé, tu penses que comme Michel, on peut le revoir à Valence ou ça va être fin de saison pure et simple? Après, c'est souvent, on le dit souvent, on dit souvent, vaut mieux une fracture parce qu'au moins, une fois que la fracture est résorbée, c'est fini. Là, quand c'est le coup des ligaments, effectivement, c'est plus compliqué et il a déjà galéré des 2 épaules à ce niveau-là. Maintenant, on peut imaginer que Marquez vienne au moins pour le test de Valence pour essayer de faire un petit shakedown et puis voir un peu comment la direction de la moto pour 2026, même s'il n'y a pas beaucoup d'évolution, on le sait déjà. Mais oui, on peut imaginer qu'il aille faire quelques tours de roue. Maintenant, on attendra de voir déjà l'étendue des dégâts avec le bilan médical qu'il va avoir là dans quelques heures, on peut imaginer, et puis après on pourra aviser. Mais là, pour l'instant, aucune certitude quant à son retour, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'après, on peut mettre sa blessure en parallèle avec ce que subit actuellement Maverick Viñales. Hein, Michel, chez Tech 3, il a encore été absent ce week-end parce que c'était tout simplement impossible pour lui avec ses problèmes d'épaule et de ligaments. Donc, on pourrait très bien retrouver Marquez dans cette même situation. Ouais, une différence, c'est que Viñales, c'est un nerf qui est abîmé. C'est plus compliqué, quoi. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait. Alors, encore une fois, on n'a pas le bilan médical de l'épaule de Marc, mais Viñales, ça prend du temps à cause de ce nerf. Maintenant, si honnêtement, on l'a vu hier soir, il semblait pas trop inquiet. On l'a vu, il s'est relevé, il a bougé son épaule, donc voilà, il y a une blessure. J'ai pas l'impression, enfin, personne avait l'air non plus très inquiet hier soir. Effectivement, si c'est une luxation, c'est une épaule qui s'est souvent luxée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fracture de son humérus, même si, comme il dit Thomas, souvent une fracture, c'est plus facile à soigner. La sienne, elle a quand même été extrêmement compliqué pour les résultats. Hein. Il a fallu le réopérer pour rebattre. Bien sûr, non, mais d'une façon générale, j'entends. Qui s'était mal ressoudé. Donc, globalement, je pense que ce bras-là, le mieux, c'est qu'il ne se le casse plus jamais parce que ça pourrait effectivement être dramatique. Et on a tous pensé à ça quand on l'a vu se tenir le bras quand il s'est relevé. Hein. On a tous revu les images de Jerez 2020. Donc, voilà. Non, encore une fois, on va attendre d'en savoir plus et puis on verra à ce moment-là, quoi. Ouais, il faut attendre effectivement le diagnostic des médecins qui verra à Madrid. Hein. Je crois qu'il est rentré directement à Madrid et je pense qu'on aura des nouvelles et un retour demain. Je pense que Ducati va communiquer assez rapidement là-dessus. En attendant,
on va parler maintenant un petit peu du côté sportif de Marc Marquez. Comme tu l'as dit, Thomas, c'était un week-end compliqué, mais j'ai l'impression que ça a été un week-end compliqué pour beaucoup. On a eu pas mal de surprises, etc. Mais visiblement, les Ducati étaient plus à la peine. Alors, on sait aussi que sur ce circuit, Michelin avait amené une allocation un tout petit peu différente en ce qui concerne la construction du pneumatique arrière. Est-ce qu'il faut y voir la relation de cause à effet, sachant que pour la première fois de la saison, on a retrouvé les deux pilotes officiels en Q1, c'était jamais arrivé auparavant. Pour Marquez, c'était la première fois de la saison. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le circuit, la nouvelle offre pneumatique de Michelin et les résultats qui étaient un peu décevants, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les Ducati officiels, Thomas? Non, écoute, Eric, je pense que oui, il y a bien ces corrélations, comme tu dis, entre le pneu qui était particulier, une carcasse beaucoup plus dure, pour contrer justement cette chaleur qu'il y a sur ce tracé d'Indonésie, de Mandalika. Et puis, on l'a vu tout au long du week-end, problème de motricité pour la plupart des pilotes Ducati, sauf quelques-uns qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, notamment Fermin Aldeguer, on va y revenir. Et puis, un pneu qui met du temps à monter en température. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents à ce niveau-là. Et donc, ceux qui ont un style de pilotage un petit peu différent ont réussi à faire un peu la différence. Mais ça a été perturbant pour la plupart des pilotes Ducati, et on le voit, les deux Ducati officiels à la peine. Bon, Pecco, on va peut-être y revenir, j'imagine, un peu plus tard. Mais sinon, les autres, même que ce soit Fabio Di Giannantonio ou Franco Morbidelli, étaient quand même bien en retrait, et ça a permis de chambouler totalement la hiérarchie et de retrouver des machines avec justement leur habitude des vitesses de passage en courbe, notamment les Yamaha qui se sont retrouvés devant, avec Alex Rins qui d'un seul coup refait sa meilleure qualif avec Yamaha, et donc même des Oliveira qui se sont illustrés. Donc c'est ça qui a fait la différence, c'est ceux qui arrivent à tirer parti de ce pneu et d'avoir un style de pilotage, maintenir une vitesse de passage en courbe, enfin, tout ça. Ouais, et puis paradoxalement, Michel, c'était un nouveau pneu arrière, donc effectivement, mais pas mal de chutes aussi de l'avant, malgré tout. Ouais, c'est toujours la même problématique, Eric, avec la gomme tendre qui pousse l'avant. Voilà, les motos sont assez déséquilibrées, plutôt imprévisibles. Mais oui, ce pneu, cette construction arrière, elle était surtout compliquée avec la gomme médium, c'est-à-dire la gomme qui a été utilisée le dimanche. Difficile de mise en température, mais aussi ce qui a pénalisé les Ducati, c'est qu'on sait que leur point fort, c'est la stabilité au freinage et voilà, c'est cette façon de se ralentir et de s'arrêter très fort. Et avec un pneu qui a moins de grippe à l'arrière, voilà, ils ont été à la peine. Et aussi, comme disait Thomas, problème moins de traction. Donc globalement, les Ducati n'ont pas pu tirer profit de leur qualité intrinsèque, alors que Aldeguer, lui, s'est bien tiré parce que, comme l'expliquait Marc Marquez, c'est un pilote qui freine moins fort, mais qui a un pilotage très fluide, très coulé et qui a une bonne vitesse de passage en virage. Donc, ça lui a permis de compenser les difficultés des autres pilotes. Et les qualités intrinsèques de la Aprilia aussi étaient évidentes. Si Bezzecchi, on a vu Bezzecchi remporter le sprint en ratant son départ, en partant se retrouvant 7e ou 8e au premier virage. Il a remonté en 13 tours devant, enfin, il a doublé Aldeguer le dernier tour. Je pense que si c'était pas emporté dimanche après-midi et qu'il n'avait pas torpillé Marquez, il aurait gagné de la même manière. En tout cas, il se serait battu avec Aldeguer pour la victoire. Voilà. Ouais, on va revenir évidemment sur le cas Bezzecchi, mais puisque tu parles de Fermin Aldeguer, on va justement basculer sur le jeune espagnol, parce que Thomas, monsieur Stat, Fermin Aldeguer avec cette victoire, d'ailleurs il a été tout le temps aux avant-postes, il était deuxième le vendredi, il était deuxième en qualif, il fait deuxième en sprint, mais avec un tour de moins il aurait gagné, et puis là il gagne dimanche, impressionnant. Fermin Aldeguer est le deuxième pilote le plus jeune à s'imposer en catégorie reine, Thomas. Absolument. Et pour revenir avec ce que disait Michel tout à l'heure, ce qu'a indiqué aussi Fermin Aldeguer sur sa capacité ce week-end à être rapide, c'est aussi qu'il aime beaucoup il aime le pneu plus dur. Déjà en Autriche, où l'allocation était similaire, il a fait son meilleur résultat en MotoGP, c'était une deuxième place, il s'était battu devant, on se souvient, il a été chercher Acosta, tout ça. Donc c'était un bon week-end pour Aldeguer, et donc il retrouve ce pneu-là, il se sentait à l'aise, il dit, moi dès que j'ai le pneu est plus dur, je suis tout de suite rapide, et puis donc je me sens bien.
C'est ce qu'il disait hier en conférence de presse. Mais oui, deuxième pilote le plus jeune à gagner en MotoGP. Et ce qui est drôle, c'est que c'était sa dernière chance. C'est-à-dire que si il ne gagnait pas ce week-end, le week-end d'après, c'était trop tard pour être deuxième. Il serait passé troisième derrière Freddy Spencer. Ah, ça aurait joué à quoi? À 3-4 jours, non? Un truc jour, comme ça? Un jour. Un jour. Ah oui, effectivement, oui. Donc, fallait pas qu'il rate le rendez-vous, effectivement. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on le voyait depuis le début de la saison, même si son début de saison a été un petit peu moins entre guillemets performant que celui d'Ayogura, où on voyait tout de suite Ayogura performer. Il est monté en puissance. Et Michel, on se posait des questions l'an passé lorsqu'il a refait sa dernière saison de Moto 2, où on va dire qu'il a pas spécialement brillé, et on se demandait si Ducati finalement s'était pas trompé. Mais là, on a confirmation depuis 4-5 Grands Prix, depuis même l'Autriche, comme le dit Thomas, que Aldeguer, c'est un diamant brut, encore une fois, sous la coupe de Ducati. C'est un pilote avec un gros potentiel, très jeune, avec du talent, et qui a été repéré par plusieurs team managers, observateurs, qui a été Ducati a fait le pari de le recruter. C'est encore un joli coup aussi pour le team Gresini, puisque mine de rien, c'est ce que nous disait notre ami Barry Saladier, c'est les 5 pilotes Ducati, les 5 pilotes Gresini depuis Gresini est avec Ducati, tous les pilotes Gresini ont gagné, quoi. C'est un Grand Prix, au moins un Grand Prix. Bastianini, les frères Marquez, Di Gianantonio et Aldeguer, c'est quand même dire que cette équipe fait du très bon travail. Donc vous avez retrouvé notre ami Daryl. On en profite pour saluer tous les supporters de Daryl qui commentent allègrement les débriefs du lundi soir. Donc vous confirmez, messieurs, il est toujours vivant et on aura l'occasion de le retrouver peut-être dans une émission un jour? Thomas? Il était sur la Baja du Maroc, donc je sais pas ce qu'il fait. Bon. On va décevoir ses supporters. On est vraiment déçus pour eux, mais on ne désespère pas de le retrouver, bien évidemment, Daryl. Bon, trêve de plaisanterie, Aldeguer, comme tu le disais, Michel, il va être convoité. Sa situation contractuelle, il est lié à Gresini jusqu'à fin 2026, non? Si je dis pas de bêtises. Il est signé, il a un contrat avec Ducati, donc il était censé récupérer une moto d'usine l'année prochaine. En gros, le plan, c'est qu'il se retrouve dans l'équipe officielle à court terme. La moto d'usine qui était éventuellement disponible, c'est Alex Marquez qui l'aura. Mais il a dit c'est pas bien grave, je peux continuer à travailler avec la moto l'année précédente. Je suis jeune. Il est assez intelligent pour comprendre qu'il est au bon endroit pour l'instant et que c'est bien de pouvoir y rester déjà. Après, est-ce que Michel, c'est toujours la même question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'année prochaine avec les moteurs figés qui sont déjà machin, est-ce que il y aura une grosse différence la saison prochaine entre celle de Marquez, Alex, et celle d'Aldeguer, parce que Oui, tu as tout à fait raison de le souligner, Thomas. Et puis, ce qui est impressionnant aussi chez Aldeguer, c'est qu'on le rappelle, il a un peu plus de 20 ans, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très, très posé, très stable. Alors, je ne sais pas quel est son entourage, vous qui le côtoyez sur les Grands Prix, mais en tout cas, on sent que le garçon a la tête sur les épaules, quoi. Il s'enflamme pas, même hier, à l'arrivée, il était évidemment satisfait, il était content, mais ça n'a pas été non plus une débauche de célébration, etc., comme on peut le voir dans certains cas. J'ai l'impression que le garçon est bien mature, non? Il est entouré depuis ses débuts par Hector Fobel, c'est son manager, qui voyait déjà son arrivée quand il est arrivé en Moto 2 et qu'il avait signé, je crois, son 2e ou 3e Grand Prix en Argentine, la pole position. Hector Fobel déjà disait c'est bon, les teams MotoGP commencent déjà à me contacter. Il a 16 ans, il a plein de potentiel. Et effectivement, je pense qu'Hector Fobel a bien travaillé derrière pour pouvoir avancer ses pions et faire en sorte qu'Aldeguer puisse récupérer une moto rapidement en MotoGP. Bien. Affaire à suivre. On verra ça dans 2 semaines maintenant en Australie, puisque
sur le triptyque de la tournée Outre-mer. Là, il y a eu 2 Grands Prix successifs, hein, on est d'accord, messieurs. Il y a une pause pendant une semaine et on se retrouvera dans 15 jours en Australie. Allez, puisque on est chez Ducati, on va y rester et on va finir ce tour d'horizon Ducati avec, évidemment, Pecco Bagnaia. Alors là, c'est à n'y plus rien comprendre. Le week-end dernier, il était au firmament, on va dire. Et là, c'est le cauchemar. On pensait qu'il avait enfin trouvé la solution. Et puis là, plus rien ne va. Rien ne va plus à Mandalika. Quels sont les retours que vous avez eus? Parce que nous, on a des brides d'informations, évidemment, quand on est ici sur Paris. Mais la moto, par rapport à celle... Déjà, on va commencer par ordre. La moto qu'il avait au Japon, est-ce que c'était la même qu'il avait ce week-end en Indonésie, Michel? Tout à fait, exactement la même. Écoute, si j'en crois, j'ai passé un long moment avec Daligna et Tardozzi durant le week-end qui m'ont confirmé qu'il avait effectivement exactement la même moto. Donc après, on a entendu, alors tu vas me parler des rumeurs de, de ce qui se raconte ici et là. Donc effectivement, il y a Uccio Salucci qui a lâché une petite phrase. Je pense que c'est Alaska, la télé italienne, en disant que Pecco avait gagné au Japon parce qu'il avait pu essayer à Misano la moto de Morbidelli. Là, ça a fait un peu bondir du côté de chez Ducati, mais on répond pas chez Ducati à toutes ces histoires parce que la position, c'est on va pas alimenter des polémiques qui ne nous intéressent pas. Nous, on fait notre travail. Euh, voilà, l'idée, c'est moins on en rajoute, moins on va enfoncer Pecco. C'est un peu, voilà, Pecco, il est perdu, c'est une chose est sûre. Il a fait une course extraordinaire au Japon, on est d'accord là-dessus. Il avait fait une bonne séance de test où il avait retrouvé des sensations. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé? Il a effectivement, ce qu'a confirmé Dalignac, il a essayé ils sont, en fait, chez Ducati, on refuse de parler, on n'aime pas parler de GP24, de GP25. Pour eux, il y a une GP d'Esposito et sur cette moto, il y a des évolutions qui viennent, qui s'ajoutent, qu'on enlève, qu'on peut essayer. Les moteurs, ils se montent, ils se démontent d'un châssis à un autre. Sur les journées de test, il y a des motos, on roule avec des moteurs 24 parce que le nouveau moteur, le 2025, en fait, c'est des pistons qui sont différents parce qu'il y avait des problèmes de fiabilité. Donc, pour fiabiliser les moteurs, on a changé les pistons, mais c'est exactement les mêmes. C'est juste sous-traitant ou une petite chose comme ça qui est changée. Donc, c'est pas le moteur qui change, qui perturbe le comportement de cette moto. En revanche, voilà, il y a des fourches, des brossillants, des correcteurs d'assiette qui sont différents et visiblement, de ce que j'ai compris, même si c'est pas dit clairement par Ducati, lors du test de Misano, il serait revenu au Ride Eye Device, donc ce qui permet le système qui permet d'abaisser la moto en sortie de virage au modèle 2024, mais qui était déjà sur la table, qu'il avait pu essayer, puisque encore une fois, il y a des éléments qui sont là. Et la différence entre des pilotes qui disposent de motos d'usine et des autres, c'est qu'ils ont un choix plus large. Voilà, quand on a Alex Marquez par exemple. Lui, il a jamais eu à essayer les évolutions que son frère utilise et que Pecco ne veut pas utiliser parce il préférait rester sur tout ce qu'il a pu essayer. Ça lui a pas plu depuis les essais de septembre. Donc chez Ducati, on comprend pas comment un pilote est capable de survoler un Grand Prix avec la pole, victoire en sprint, victoire le dimanche comme il a fait au Japon, et puis mettre un pied dans l'autre et tomber en roulant à 2 secondes des chronos. En Indonésie. Alors c'est sûr qu'il est en difficulté, mais encore une fois, tous les pilotes Ducati, excepté Aldeguer, est en difficulté. Marc est en difficulté. Bon, la différence, c'est que Marc, il a essayé de progresser quand même, et je pense que si Bezzecchi ne torpillait pas, il aurait fini largement dans le top 5 parce qu'au warm-up, il était déjà plus rapide. Et il avait dit, on avait trouvé des petites choses, je commençais à être mieux. Bon, malheureusement, la course, elle s'est arrêtée tôt. Mais Pecco, il peut pas incriminer sa moto en roulant à 2 secondes des chronos, en prenant une seconde et demie autour. C'est pas possible. Il peut pas dire c'est la moto qui va pas. J'ai plus la même moto. Donc chez Ducati, on se dit on va pas commenter parce qu'on va pas, si on dit quoi que ce soit, on va le mettre au fond du trou où il est déjà. Donc après les déclarations de Ucho et de la VR46 Academy, elles sont pas très intelligentes, on va dire.
En essayant d'aider Pecco, ils sont juste en train de l'enfoncer. Donc voilà. Alors le pourquoi du comment, j'en sais rien, mais en plus ils ont un contrat avec Ducati, donc c'est pas non plus c'est pas très intelligent pour l'équipe R46 non plus. Donc c'est un grand mystère là. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur un truc. De toute façon, les tests, et je vais me tourner vers toi, Thomas, les tests de Misano, de toute façon, parce que ça a commencé à faire grand bruit sur, Michel, tu nous l'as expliqué, mais sur le fait que à Misano, il aurait même roulé avec la moto donc de Morbidelli, etc. Mais dans l'absolu, en test privé, c'est un pilote officiel. Rien ne l'empêchait de faire ça, réglementairement parlant, Thomas. Rien ne l'empêchait de rouler avec une GP24 s'il avait eu, entre guillemets, besoin de retrouver ses sensations. Et on se rappelle qu'au Japon, a priori, la communication, c'était de dire qu'ils avaient trouvé des choses et qu'au Japon, ils roulaient avec une fourche de GP24 et un bras oscillant de GP24. On est d'accord là-dessus, Thomas. Réglementairement, rien ne l'empêchait de rouler à Misano avec une GP24. Oui, mais comme dit Michel, oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout cette notion-là. Il n'y a que Ducati qui versionne ses motos. Je veux dire, KTM, on ne sait pas avec quelle version de la moto il roule, la version de 2024, 2025. Enfin, je veux dire, il y a vraiment que eux, hein. La RC213V, on ne sait pas quelle version c'est. Enfin, c'est compliqué de savoir avec quelle moto. Donc oui, les éléments ajustables qui sont paramétrables, on va dire, et qui sont pas soumis à une limitation, c'est effectivement toutes les autres pièces autres que l'aéro, le moteur et c'est tout C'est tout. globalement. C'est tout. Donc après, si tu veux, bras C'est le moteur oscillants, à l'aéro. Hein. c'est ça, bras oscillants, châssis, tout ce que tu veux. Enfin même l'électronique, je crois que même la boîte de vitesse, je crois qu'ils en ont. Enfin, je crois que c'est soumis à homologation aussi, mais ils peuvent changer. Enfin, il y a tout ça qui peut changer. Donc sur une moto, tu t'imagines bien que oui, il peut rouler avec une GP24, certes, globalement une GP24. Maintenant, c'est juste le moteur qui lui doit garder et l'aéro qu'il a déjà homologué, mais c'est tout. Le reste, après, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Il y a que Ducati où qui fait vraiment la différence entre GP24 et GP25, entre guillemets, sur le papier. Mais sinon, les autres machines, il n'y a pas de version, quoi. Ouais, d'autant plus, encore une fois, moi j'insiste là-dessus parce que ça a commencé à prendre des proportions énormes le premier ou le deuxième jour du Grand Prix, suite aux déclarations d'Uccio, hein, comme tu le disais, Michel, sur le fait qu'il avait, comment dire, même essayé la moto de Morbidelli parce que certains avaient vu que les caméras embarquées étaient celles de Morbidelli, etc. Mais je veux dire, il n'y a rien d'anormal là-dessus, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi on en a fait toute une montagne. Alors comme ça suffisait pas, alors je sais pas si vous avez entendu cette rumeur également, messieurs, mais alors comme ça suffisait pas parce que visiblement la mayonnaise prenait pas assez vite, il y en a même qui sont allés dire que finalement au Japon, Pecco avait roulé avec une GP24. Donc ça, réglementairement, c'est possible ou c'est pas possible, Thomas? Non, enfin, ça dépend ce que tu veux dire par GP24. Encore une fois, la moto de l'an passé, en fait. Il serait revenu à la moto de l'an passé. Mais il peut, mais c'est juste qu'il doit garder le moteur. Il n'y a que le moteur, c'est que le moteur la différence. C'est le moteur et l'aéro. Donc, voilà. Donc oui, l'aéro qui est homologué et le moteur. voilà. Donc il a deux aéros validés aujourd'hui. Un aéro qui, je pense, le premier était identique à la GP24. Et encore une fois, voilà, moi ce que je sais, c'est qu'il a utilisé des pièces de châssis de l'an dernier. Alors de la GP24, oui, si tu veux, mais comme ils ont démarré avec en début de saison avec des motos qui étaient la seule différence de la nouvelle moto, de la moto d'usine, c'était ce moteur. Et explique-t-on chez Ducati, la différence de ce moteur, c'est des pistons différents, enfin des pistons différents. Une qualité de fabrication des pistons destinée à améliorer la fiabilité du moteur pour pouvoir prendre moins de risques sur le kilométrage. Donc voilà. Après chez Ducati, encore une fois, on dit maintenant on refuse. Il y a eu on refuse de rentrer dans cette polémique parce que ça va être au détriment de Pecco. Donc ils essaient de le protéger, comme l'a répété encore Dania ce week-end. Quel serait l'intérêt de Ducati de plomber Pecco pour Dania l'a répété, Pecco c'est le pilote qui m'a apporté mon premier titre en MotoGP. C'est un pilote qui est 2 fois champion du monde. Il a je veux dire, il a autant d'affection, je pense, pour Pecco qu'il a pour Marquez. Voilà, c'est un pilote
c'est un pilote qui compte pour Ducati et c'est pas, je pense, personne se réjouit chez Ducati de voir Pecco dans la NAS. Maintenant, s'il en est là, pourquoi voilà, certainement que la présence de Marquez à ses côtés et de la façon dont depuis l'arrivée de Marc, il subit. Voilà, je suis pas psychologue, mais on peut imaginer que ça se joue à des détails tout ça. C'est en début de saison, il était derrière, mais il était là. Et le fait d'avoir vu en plus Alex prendre l'ascendant, parce que Alex il fait une saison extraordinaire. Voilà, que l'an dernier il soit battu par Martin, ça l'a pas plus miné que ça, mais là il est battu par Alex. Donc voilà, il estime que Marc roule vite avec la nouvelle moto parce que c'est Marc Marquez. Mais quand il voit son frère devant lui, il pense que la moto de l'an dernier, elle est meilleure. Mais la moto de l'an dernier, il en dispose, puisqu'il suffit qu'il monte les pièces qui sont à sa disposition. Donc, il a des ingénieurs pour l'aider. Il a un chef mécanicien qui s'appelle Christian Gabarini, qui a suffisamment de bouteilles, qui a travaillé avec Stoner, qui a travaillé avec Marquez aussi. Voilà, il y a des gens qui sont là pour l'aider. Il y a aucune volonté de mettre Pecco au fond du trou. Donc, je veux dire, tout ça, je trouve ça tellement absurde que je comprends même pas pourquoi on en parle pendant des heures encore, quoi. Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Michel. C'était simplement pour revenir malgré tout sur ces infos qui ont circulé ce week-end et ça semblait effectivement. C'est rumeur. Oui, enfin ces infos, oui, tu as raison de me rectifier, ouais. C'est rumeurs. Après, d'un autre côté, comme tu le dis, en début de saison, même s'il était dominé, il était quand même aux avant-postes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il soit si loin? Parce que Thomas, allez, on va dire sur les 5-6 premiers Grands Prix, même quand on commence à revenir en Europe avec Jerez et compagnie, il est au contact. À Austin, il gagne, certes, parce que Marquez tombe, mais il reste au contact. Pourquoi ensuite il perd le fil comme ça, quoi? Alors ok, il y a le côté psychologique, mais c'est aussi pour ça qu'on s'interrogeait sur sa moto. Mais visiblement, c'est plus lui qui détient la clé que ses ingénieurs ou ses techniciens qui peuvent lui apporter une moto radicalement différente. C'est exactement ça. Hein. Moi, c'est comme dit Michel, hein, ça se joue à un mec qui se trouve de l'autre côté de son box. Voilà. Et je pense comme le dit. Vas-y, Michel. Ouais, pardon, moi je t'ai coupé. Non, vas-y. Comme le dit Daligna, il y a le feeling d'un pilote sur sa moto, c'est pas quelque chose qui se mesure. Donc il n'y a pas des capteurs qui vont pouvoir mesurer. Donc c'est complètement on est dans le subjectif là. Je veux dire, tous ceux qui ont fait de la moto, ils savent. Voilà, quand tu rentres dans un virage, si tu as une confiance, t'as pas confiance, et ben tu vas pas tourner pareil. C'est aussi simple que ça. Pourquoi au Japon il est devant? Alors est-ce que si Marc Marquez n'a pas été tétanisé, s'il n'y avait pas eu l'attention du titre pour Marc et qu'il avait s'il s'est focalisé sur finir la course, finir devant son frère, qu'il voulait surtout pas prendre le moins de risques. Est-ce que si Marc avait été dans une autre posture et qu'il avait été devant Pecco, est-ce qu'il aurait brillé autant, ou est-ce que le fait de se retrouver devant, ça l'a surmotivé, ou il a retrouvé des sensations? Là, c'est pareil, on ne le sait pas. Et c'est pas mesurable tout ça. Donc, on peut en parler pendant des heures. Hein. Bon, on verra en Australie et parce que c'est vrai aussi que le vendredi soir, après cette première journée, il n'était pas spécialement inquiet. Il parlait surtout que la piste n'était pas gommée, qu'il allait retrouver ses sensations. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Suite au prochain épisode, on verra en Australie ce que ça donnera sur un circuit encore différent au niveau de la configuration, hein, Thomas. Donc, on verra ça. On va passer maintenant à l'autre homme fort, si on peut s'exprimer comme ça, sur ce week-end indonésien, parce que il avait vraiment dominé. Tu l'as un peu abordé le sujet, Michel, tout à l'heure. On va parler évidemment de Bezzecchi, qui a été impressionnant au guidon de l'Aprilia, et j'avais noté, moi, il était très fort, peut-être même trop fort, ce qui l'a peut-être poussé un petit peu à précipiter les choses dimanche. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il était très fort, mais à chaque fois il a raté son départ. C'est passé en sprint, c'est pas passé au Grand Prix, mais en tout cas ça démontre que Bezzecchi a vraiment pris une stature chez Aprilia, non, Thomas? De toute façon, c'est pas maintenant qu'il l'a pris, cette stature. Hein. C'est depuis que
depuis que Martin est blessé, donc c'est-à-dire depuis le début de la saison, c'est l'homme fort, c'est la référence d'Aprilia. Par contre, il faut noter que ce week-end, d'une façon générale, déjà, il y avait que 2 pilotes Aprilia sur la grille, et les 2 Aprilia ont performé. Massimo Rivola souligne quand même le fait que il y a ces 2 Aprilia qui étaient rapides. Maintenant, ce qui s'est passé dimanche, c'est un fait de course, certes, mais comme tu le disais, il a loupé ces 2 départs. Alors le samedi, après le sprint, il disait, je ne sais pas si c'est moi qui ai commis une erreur, si c'est un problème technique, on doit encore enquêter là-dessus. Le lendemain, c'est pareil, il est resté collé sur la grille. Et donc oui, certes, il s'est un peu précipité, bien sûr, pour essayer d'aller chercher les autres devant lui, parce que la veille, ok, il a pu remonter sur Aldeguer et puis essayer et le battre, mais ça s'est joué à rien, quoi. S'il y avait un tour de moins, c'était fini. Enfin, c'était pas possible. Donc là, il voulait effectivement aller plus vite. Donc Bezeki, on n'a pas eu, il est pas venu nous se parler après la course parce qu'il était encore à l'hôpital, en tout cas pour passer des examens. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant la course, mais c'est toujours une erreur, enfin en tout cas un problème au départ, quoi. C'est tout, et puis il s'est précipité. Après, ouais, on dit une erreur de Bezzecchi, mais quand on regarde les images, c'est vrai qu'il est rentré vite et que Marquez était peut-être un petit peu plus hésitant, on va dire. Mais enfin bon, ça fait partie de la course. Est-ce que toi, Michel, tu penses qu'il va être sanctionné, Bezzecchi, par rapport à cette action ? Tout le monde s'y attend. Hein. Massimo Rivola l'a dit dimanche soir. Et voilà, ce sera normal qu'il y ait un long penalty pour lui. Voilà, il fait une erreur. Après, il s'est excusé. Et puis voilà, Marquez a dit évidemment enfin, voilà, il y a eu un message assez sympa sur les réseaux sociaux en disant ne vous en prenez pas à Marco. Voilà, des erreurs, ça arrive. J'en ai fait aussi. Voilà, cette fois, c'est moi qui en suis la victime. C'est un fait de course. Donc voilà, c'est comme ça. Après, on sait aussi que c'est avec aujourd'hui, MotoGP, quand tu es les phases de freinage, il y a des turbulences avec l'aéro, il y a des effets d'aspiration. Donc ouais, il s'est un peu précipité, il rate son freinage. Enfin, il arrive trop vite, il peut pas s'arrêter et il accroche l'arrière de la Ducati. Mais voilà, c'est ce qui est regrettable, au-delà du fait que Park soit blessé, c'est que sans cette erreur, il aurait terminé certainement sur le podium, vraisemblablement sur une des 2 premières marches, et il serait actuellement 3e du championnat. Il serait passé devant Bagnaia, ils ont 20 points d'écart. Donc voilà, il fait quand même une très très belle saison. On l'attendait pas là, et chapeau, quoi. Donc c'est dommage pour Aprilia que voilà, cet incident il est regrettable pour aussi bien pour Marquez que pour Aprilia. Après, on verra en Australie, mais c'est sûr que avec la chute de Bezzecchi et la chute de Bagnaia, il y a un statu quo au championnat, mais on va dire qu'il s'en sort bien, Bagnaia, pour ça c'est clair. Bezzecchi en Australie, je fais appel à votre mémoire, messieurs, ça peut être un client, ne serait-ce que aussi par rapport au développé du circuit, puis aux qualités intrinsèques de l'Aprilia, ça peut lui correspondre ? Sachant qu'il fera certainement plus froid, peut-être certainement, il fera sûrement plus frais qu'en Indonésie, ça c'est clair. Mais écoute, c'est sûr qu'Aprilia, vas-y Thomas. Non, mais c'est sûr. Enfin, l'Aprilia a fait quand même. Après, ça a changé. C'est l'un des meilleurs résultats signés par Aprilia il y a encore quelques années. C'était à Phillip Island, c'était André Iannone, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il soit pénalisé pour dopage. Mais son meilleur résultat à Bezzecchi, c'est 4e en 2022. Donc, c'est un circuit qui peut lui correspondre, mais il roulait avec une Ducati. Maintenant, cette Aprilia, elle a l'air de bien fonctionner. Mais voilà, l'inconnu de Phillip Island, ce tracé est quand même bien différent. Et puis la météo qui peut jouer aussi des troubles faits, ça risque d'être intéressant de voir. Donc, cette Aprilia, on sait qu'elle est de plus en plus régulière. Il y a de moins en moins de circuits Aprilia. Je pense notamment en Catalogne, on pensait que Aprilia allait tout dégommer. En fait, ça n'a pas été le cas par rapport aux années précédentes. Donc, c'est une moto qui devient de plus en plus régulière. Tu voulais rajouter quelque chose, Michel ? Non, mais ouais, moi je pense que ça fonctionnera. Après, on sait aussi qu'aujourd'hui, les différentes machines, elles sont sensibles aussi aux allocations pneumatiques. Donc,
Phillip Island, il y a ce dernier virage, là, ce long virage à gauche qui nécessite un côté gauche renforcé du pneu. On a les pneus asymétriques avec des grosses différences à droite à gauche. Voilà comment chaque moto va s'y faire, s'y adapter. Ce sera aussi un enjeu du week-end, avec toujours, comme le dit Thomas, l'inconnu à la fois de la météo et des températures, parce qu'on sait qu'on peut avoir à cette époque de l'année de la pluie et 10 degrés, comme du soleil, du vent avec 20 degrés. Donc c'est un peu l'inconnu, et c'est sûr que ça va faire un gros changement par rapport à ce qu'on vient de vivre en Indonésie. Même au Japon, il faisait très chaud, et ce qu'on aura encore après la semaine d'après en Malaisie. Donc, on verra. Ouais, on verra, mais on suivra ça avec attention parce qu'effectivement, autant la semaine dernière, on pensait que Bagnaia allait pouvoir peut-être attaquer Alex Marquez pour la place de deuxième au championnat, autant là maintenant, il va falloir surveiller ce duel entre Bezzecchi et ce même Francesco Bagnaia. Tiens, on va passer à un autre pilote qui s'est mis en exergue là ce week-end. Je vais parler du pilote officiel KTM, c'est Pedro Acosta, parce que Pedro Acosta, autant les courses précédentes, on se disait bon bah ça y est, c'est un feu follet, c'est le soufflet, il va ressortir du four et il va retomber, et puis bah là il a tenu tête jusqu'au bout, et vous le voyez sur les images qui défilent derrière moi. Je voulais faire un tronc commun entre Acosta et Fernandez, parce que comme tu l'as souligné aussi Thomas, Fernandez, comme par hasard, une autre Aprilia a aussi bien performé puisqu'il fait podium en sprint. Mais d'abord, Acosta, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'est enfin acheté, j'allais dire acheter une conduite, c'est peut-être un peu sévère, mais est-ce qu'il a compris certaines choses, notre ami Pedro Acosta? Michel, je te sens dubitatif. Je sais pas s'il a compris. Venir maturité, comme il dit. Non, mais ouais. Ouais, je suis pas sûr, mais tu ne fais ouais, pas, non, tu mais ne fais après, pas c'est un recette pilote auprès de rapide. Michel, Thomas. Non, mais c'est ce qu'il dit. Non, mais Après, on sait que c'est un pilote qui est très rapide. Après, on a eu une course très particulière, franchement, de sortir ce on vient de parler de Marquez, de Bezzecchi, on vient de parler des problèmes des pneus. Après, on a eu une course qui était un peu assez étonnante avec Henri de Macellan, toujours pareil, hein, donc manque de grip avec le pneu, difficulté à exploiter la puissance et la vitesse. Voilà, on a eu des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir se battre en paquet. On avait un beau mélange. Alors c'est sympa hein, quelque part d'avoir des KTM, des Aprilia, même des Yamaha, des Ducati. Il y avait un beau mélange sur la piste. Après, je pense que c'est compliqué. Hormis la domination d'Aldeguer qui a corrigé tout le monde, ce qu'on voit derrière, c'est un peu compliqué de tirer des leçons. Si tu écoutes Bastiani, il va te dire que la KTM, franchement, plus ça va, moins ça va. Voilà, là on a Binder aussi qui se retrouve là. On a eu Alex Rins. Donc c'est vrai que c'est une course où tirer des conclusions, c'est un peu hasardeux à mon sens. Mais oui, de toute façon, après, on sait qu'Acosta, c'est de loin le meilleur pilote, enfin, le plus talentueux, le plus rapide. On peut regretter que Vinales soit plus là et que Bastiani a un peu perdu le fil aussi, parce qu'ils avaient quand même un joli quatuor chez KTM, mais on voit bien que la moto, elle progresse pas comme progresse l'Aprilia, par exemple. Ouais, c'est ce qu'il disait Acosta. Il disait qu'ils étaient quand même encore loin de ces références-là. Thomas, toi, tu disais qu'il a déclaré qu'il avait gagné en maturité. C'est ça, hein, Thomas? Oui. Après, c'est sûr que, ouais, bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est surtout parce qu'en fait, il essaye de pas commettre d'erreurs, de pas faire les erreurs de débutant, mais au sprint, on est d'accord qu'il est tombé. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si tu veux, Michel est là pour te rappeler. Non, mais je le confirme. Non, mais c'est ça. J'avais un doute parce que vous n'allez pas me faire passer pour le gars qui aime pas Acosta. Michel, c'est le père Fouettard, en fait. Non, c'est un pilote qui est très rapide. Après, c'est un circuit qu'il apprécie aussi. Hein. Faut le rappeler. Hein. Sa première saison en MotoGP, il fait podium aussi sur le tracé de Mandalika. Donc bon, c'est sûr que c'est un pilote rapide et que la KTM, là pour l'instant, il arrive à il sait le fer de lance de la marque, clairement, comme d'autres pilotes le sont pour les autres marques. Donc, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. On sait que la tournée outre-mer aussi rebat un peu les cartes aussi en termes de hiérarchie des constructeurs. Et c'est souvent là où on voit des constructeurs un peu sortir de l'eau, quoi. Donc,
On verra. Moi, je suis curieux de voir quand même la fin de saison d'Acosta, voir s'il arrive parce qu'en fait, on sait qu'il y a la rivalité qu'il y a entre Acosta et Aldeguer. C'est des pilotes qui ont quand même plus ou moins grandi ensemble et qui ont une certaine, je sais pas, on va pas dire qu'ils soient les meilleurs potes, mais je pense que le fait que le premier, enfin, qu'Aldeguer ait réussi à débloquer son compteur de victoire et toujours pas Acosta qu'on voyait comme l'un des plus précoces après Marquez, je pense que ça va lui mettre un petit coup de fouet encore supplémentaire. Je suis curieux de voir la suite. D'où peut-être discours de circonstance en disant j'apprends, j'ai encore à apprendre, etc. Mais on verra parce que ça n'a pas été la passe d'armes, elle a pas duré très 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 longtemps entre Aldeguer et Acosta, hein, pour être très franc. Non, il était trop fort. Aldeguer était vraiment au-dessus du lot. Ouais. Bon, parce que on va. Thomas, vas-y Michel, oui, tu voulais rajouter quelque chose. Non, je disais, c'est Acosta et Aldeguer, c'est deux pilotes qui sont de la région de Murcia. Donc, on a beaucoup de pilotes qui viennent. On a eu beaucoup de Catalans. Aujourd'hui, après, on a eu pas mal de Madrilènes. Et c'est vrai que on a des pilotes mallorquins aussi qui étaient à l'école de Chicho Lorenzo, le père de Jorge. Et là, on a deux pilotes qui viennent de la région de Murcia, donc du sud de la partie est de l'Andalousie. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie rivalité. Et c'est assez marrant, quoi. Et deux personnages très différents sur le point de vue du caractère, quoi. C'est vrai que tu disais Eric, Aldeguer donne l'impression de calme. Effectivement, il est posé, réfléchi. Sur tout le côté d'un Acosta qui, voilà. Ouais, Acosta, il est un peu toujours à fond parce que même dans ses débriefs hier, pour le suivre, il te parle. T'as l'impression qu'il est toujours sous Red Bull, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il pense qu'il parle anglais comme Brad Pitt, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, c'est quand même compliqué de comprendre parfois ce qu'il veut nous raconter. Mais bon. Alors, je sais pas si ça va faire plaisir à Costa ou si ça va faire plaisir à Brad Pitt. Mais bon, en tout cas, c'est dit. Bon, on poursuit, messieurs, on se rapproche de la fin de l'émission et restez bien avec nous puisque juste avant la fin de l'émission, on vous donnera le nom des 2 heureux gagnants du livre de Michel Turcot, L'amour du risque, consacré à Marc Marquez. Alors, je sais que dans les commentaires, il y en a certains qui ont demandé est-ce que les livres seraient dédicacés. On fera un appel à Michel quand il rentrera de sa tournée outre-mer et on essayera de voir s'il y a possibilité de vous envoyer ce livre dédicacé et personnalisé. Bon, la parenthèse étant refermée, on va passer maintenant à nos Français. Alors, je sais que vous avez été nombreux à commenter le dernier débrief, notamment par rapport aux propos qu'on a tenus sur Fabio Quartararo. On n'est pas là pour faire un procès d'intention à qui que ce soit. On est simplement là pour livrer nos impressions et nos ressentis. Voilà, donc on n'a pas d'animosité particulière vis-à-vis de l'un ou l'autre par rapport à nos Français. On est derrière eux et simplement des fois on exprime ce que l'on ressent. Voilà. Fabio Quartararo en Indonésie, finalement, ça n'a pas été le week-end exceptionnel, mais au final c'est quand même des bons points de marqué, Michel. Ouais, il se plaint beaucoup, mais il marque des points, Fabio. Et mine de rien, il reste le meilleur pilote Yamaha, donc c'était chaud. Voilà, c'est vrai qu'il il est quand même tombé 2 fois, ce qui n'arrive pas souvent non plus. Il a trouvé sa moto un peu imprévisible, un peu capricieuse. Voilà, c'est vrai que pour une fois, on avait un Rins qui était devant lui. Alors, il a dit, il a fait le choix du pneu soft dimanche après-midi, il y avait 2-3 pilotes, il y avait Rins et lui notamment qui avaient choisi ce pneu, alors que Michelin leur avait dit que ça allait être compliqué de finir la course. Fabio dit que Rins s'était attaqué trop et qu'il savait que qu'il allait s'effondrer à la fin. C'est exactement ce qui s'est passé à 3 tours de la fin. Rins est passé du podium, on l'imaginait pouvoir terminer à une 7e ou il termine 10e, non place, c'est ça, non? Je sais plus. Il termine même 10e, exactement, ouais, tout à fait. Et Fabio termine 7e. Voilà, donc Fabio a mieux géré son pneu soft, mais quoi qu'il en soit, c'était un pari un peu risqué, qui fait que il n'a pas terminé dans le top 5. On aurait pu imaginer le voir, mais c'est pas un week-end ridicule, évidemment. Thomas, tu disais c'était chaud. C'était chaud par rapport à Rins, non? C'est ça?
Oui, c'est sûr que pendant tout le week-end, effectivement, de voir un Rins faire son meilleur résultat quatrième ça, sur la grille, avec son meilleur résultat avec Yamaha, depuis qu'il est passé chez Yamaha, c'est son meilleur résultat avant qu'il se blesse avec la Honda, donc ça remonte à quand même un petit moment maintenant, c'était en 2023, c'était à Austin quand il avait fait une telle performance. Donc, et quand on voit en course qu'à un moment donné, il remonte jusqu'à la deuxième place, c'est ce qu'on fait, on s'amuse souvent avec Michel à se dire, tu sais, quand on se met le nez dans le guidon, on commence à bosser pendant la course et qu'on on regarde le classement et qu'on voit cette hiérarchie où à un moment donné, on se retrouve avec Rins, Raoul Fernandez et Luca Marini devant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le multiverse ou quoi? Et non, c'était intéressant de voir Rins. Et en fait, c'est là où ce que je disais en début d'émission, c'était que le fait que avec ce pneumatique différent, les styles de pilotage différents peuvent être mis au grand jour. Donc effectivement, Rins, on connaît son style de pilotage qui est complètement différent, à l'opposé de Fabio Quartararo, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus agressif, mais qui lui arrive aussi à mieux gérer la distance d'une course. Et puis on a un Raoul Fernandez aussi qui, pareil, a bien géré cette course aussi. Donc c'était intéressant de voir cette course et de voir cette hiérarchie un peu différente et de voir surtout d'autres Yamaha devant. Ouais, puisqu'on a vu Ouais, aussi. Fabio, Vas-y, Michel, vas-y. ouais, pardon Eric. Ouais, Fabio était en difficulté comme en fait les pilotes Ducati. Fabio c'est un pilote qui freine très très fort et qui freine très fort, très court et qui relâche les freins très vite pour garder la vitesse. Et ce fait de pas avoir des pneus qui permettent de freiner vraiment très fort, ça l'a handicapé par rapport à un Rins qui freine beaucoup moins fort, qui a des virages plus en V que Fabio. Voilà, encore une fois, cette allocation pneumatique a changé la donne ce week-end en Indonésie. Bon, quelque part, c'est intéressant de voir que de temps en temps, ça rebat les cartes. Donc, ça permet à des pilotes qui sont un peu dans le dur de se mettre en valeur. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on le voyait bien sur l'un des tout derniers virages où il avait une trajectoire un peu particulière, Rins, par rapport aux autres. Mais bon, en tout cas, comme tu le disais, Michel, ça a rebattu, ou même Thomas, ça a un peu rebattu les cartes. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, Michel, il faut surtout pas tirer de conclusion hâtive du résultat de ce Grand Prix d'Indonésie pour le moins particulier. Et puis on va terminer l'émission avec notre autre pilote tricolore, Johann Zarco. Alors contrairement à ce que certains aussi ont avancé, Michel n'est pas anti Johann Zarco. N'allez pas croire ça non plus. Ouais. Surtout, vas-y, surtout le commentaire. Je viens de passer la journée avec lui, donc tout va bien. Comment va-t-il d'ailleurs? Alors comment il a apprécié ce Grand Prix d'Indonésie, Michel? Écoute, il va très bien et on va même aller dîner ensemble ce soir. Donc, non, il y a absolument, on s'entend très bien et il n'y a pas de problème. Donc, j'adore notre Jojo, notre Fabio. On est là pour les soutenir aussi, même si de temps en temps, quand ils font des trucs pas bien, on a le droit de leur tirer les oreilles. Ouais, surtout quand ils veulent pas nous voir. Par contre, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Qu'est-ce que tu dis? Parce que Michel continue de parler, mais on n'entend pas ce que tu dis. Vas-y. Non, je disais que là, ce week-end, par exemple, Fabio, il a essayé de nous la mettre un petit peu à l'envers, quoi. Si tu veux, nous, on a nos débriefs, les heures de débrief qui sont communiquées par la presse officielle. Et à un moment donné, l'heure était telle heure, et en fait, il est venu un quart d'heure avant. Donc forcément, on l'a loupé. Donc si tu veux discuter avec lui, on a dû aller le chercher dans son hospitality pour essayer d'avoir des éléments de réponse de ce qui s'est passé durant la journée. Voilà. Bon, parlez-nous de Johan. Commence, Michel. Écoute, ouais, Johan, il est en difficulté depuis quelques courses. Il a récupéré, on a dit au Japon, les Evo dont disposent Mir et Marini depuis un peu plus longtemps. Donc, il les a que pour une seule moto. Il devrait les avoir pour sa deuxième moto en Australie. Donc, travailler avec une moto, c'est un peu plus compliqué évidemment que quand on a les deux mêmes machines. Voilà, ces évolutions ont amélioré le comportement du train arrière, qui est plutôt stable. En revanche, pour Johan, il a perdu le feeling qu'il avait avec l'avant. Donc là encore, quelle est la part d'un moment de doute qui fait que tu perds un peu le fil, tu as moins de confiance en l'avant. Quand il force, il tombe. Il est pas mal tombé ce week-end. Il a un record de chute depuis le début de la saison, la 26. C'est le pilote qui est le plus tombé. Donc voilà, il est un peu en difficulté, mais il prend du recul. Voilà, il évite
s'agacer. Il le dit, voilà, il faut que je donne les bonnes infos et on va trouver. Il sent qu'il y a un vrai soutien de Honda. Là, il a dit, répété, il y a des vrais échanges avec les Japonais. Il y a des longs débriefs. Ils veulent l'aider. Il est soutenu. Donc voilà, c'est sa frustration qui était nourrie de ce coup de tête en Hongrie. Je veux ma place au HRC. Bon, il a compris que c'est pas vraiment le meilleur truc qu'il avait eu à faire. Donc voilà, il a le soutien, il est pilote d'usine, il a un joli contrat pour les 2 années qui viennent, donc il s'est remis au boulot, mais il faut qu'il reprenne un peu le fil. Et comme le pense aussi Lucio Cecchinello, les évolutions là qui sont aujourd'hui proposées et qui ont permis à Mir et Marini de vraiment progresser, elles sont faites certainement pour des pilotes au niveau de l'aéro, des pilotes qui sont plus grands. Johan, c'est un petit format. Il doit faire 1m70 à tout casser, Johan, alors que Mir et Marini, notamment Marini, qui est aussi grand que son frangin. Donc voilà, certainement, il y a des choses à trouver pour que les nouveautés qui fonctionnent bien avec les 2 autres se mettent à fonctionner mieux. Il sait qu'il lui doit aussi changer sa façon de piloter pour s'adapter à ça. Mais il le dit, il voit les 2 pilotes du HRC qui progressent. Et il n'y a pas de raison, qu'il n'arrive pas à profiter aussi de ce qu'on lui a donné. Très bien. Et puis bon, après, il y a aussi le résultat d'hier, Thomas, où là, malheureusement, il y est pour rien. Problème technique, a priori, problème d'embrayage, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ce qu'il disait. C'est vrai qu'il a galéré durant toute la course. Il pensait que ça allait se décrocher, que ça allait plutôt reprendre pendant la course. Et oui, donc c'est un problème qu'ils doivent encore analyser, voir ce qui s'est passé. Mais oui, il a été un peu en galère avec ça. Ouais. Tout à fait. Bien, messieurs. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va pas vous faire veiller trop tard. Et puis, bah, Michel, tu as des obligations protocolaires visiblement avec Johan. Donc ça, c'est parfait. Bah, passe-lui le bonjour. Et puis, on espère que le prochain Grand Prix, ça sera l'Australie, qu'on puisse vibrer, pourquoi pas encore une fois avec Johan. Merci Thomas. Merci Eric, Michel. Eric. Oui. Je voulais juste dire. Bon, c'est un chiffre, vous savez que j'aime bien les chiffres, mais c'était le 300e départ de Johan ce week-end. Premier Français à atteindre ce cap-là. Il y en a quelques-uns devant lui, il n'y en a que 6 ou 7, notamment Valentino Rossi, Andrea Dovizioso ou d'autres, et lui, il est content de faire partie de ces noms-là, parce que lui, quand il était gamin, il se disait, quand j'ai vu que Loris Capirossi avait atteint les 300 départs, c'était avec la Suzuki, je me dis, mais comment c'est possible? Il a commencé en 90, c'est un truc de fou, et il me dit maintenant, moi, y arriver en moins de temps, entre guillemets, je trouve ça fou, et j'espère maintenant pouvoir accéder encore plus loin, puisque j'ai encore 2 ans de contrat, donc maintenant, on peut atteindre un chiffre plus important. Voilà. Ouais, puis pour compléter ce que tu viens de dire, Thomas, et tu as bien fait de le rappeler, il y a aussi une stat importante pour Johan, c'est il a pris le départ de chaque course à laquelle il a participé. Il n'a jamais raté un Grand Prix. C'est partie des plus assidus, oui. C'est comme c'est ce que je lui disais aussi. C'est un peu un Dovizioso. Dovizioso n'a jamais manqué un seul Grand Prix. Michel veut rajouter quelque chose. Alors justement, messieurs, ouais, parce que justement, je parlais de ça avec lui cet après-midi. Il m'a dit en fait, il s'est rendu compte que si il a raté, alors pas des Grands Prix dont il avait pris le départ, mais quand en 2019 il est écarté du projet KTM, quand il annonce à KTM qu'il veut pas avoir sa 2e année de contrat, Pete Berrer lui dit à Aragon, tu vas rester chez toi parce que finalement on préfère pas que tu continues, on va faire rouler Kallio, on va lui faire essayer des choses et on n'a pas envie que tu les essayes, que tu les utilises ailleurs si un jour tu vas ailleurs. Donc il avait raté Grand Prix d'Aragon et non, il avait rentré, je crois que c'est Misano, Aragon et le Japon, puisqu'après il avait remplacé Nakagami en Australie, et il avait fait Australie, Malaisie et Valence. Donc il y a la petite coupure dans cette longue série, c'est la fin de la saison 2019 avec le divorce de KTM. Ok, précision de circonstances. Merci Michel. Bon, cette fois c'est la bonne. On vous libère. Merci Thomas. Alors toi Thomas, je crois que tu vas rentrer. Hein. Tu reviens nous rapporter du soleil et de la chaleur, on l'espère, en Europe. Et puis Michel, toi tu continues la tournée. Nous, on se retrouve dans 1 semaine et demie maintenant, on va dire, pour le Grand Prix d'Australie. Merci messieurs, bonne soirée. Et évidemment, ce que vous attendez tous, donc pour les 2 gagnants, eh bien on a les noms. Donc
Le premier, et on va le contacter, mais il peut aussi nous remettre un commentaire ce soir. Vous pouvez d'ailleurs nous remettre un commentaire ce soir. C'est Dom Demig qui est l'un des deux gagnants du livre de Michel. Et le deuxième, c'est Cédric Vaillant, 9672. Donc ça, ce sont vos pseudos sous les commentaires du débrief donc sur la chaîne Fastlane TV sur YouTube. Donc je redonne les noms, Dom Demig et Cédric Vaillant 9672. On va revenir vers vous. Je vais essayer de vous contacter en direct et vous donner des coordonnées sur lesquelles vous pourrez nous donner vos coordonnées personnelles. Et si vous voulez le livre tout de suite, on vous l'envoie tout de suite. Si vous voulez être un petit peu patient, eh bien, on demandera à Michel, lorsqu'il sera rentré de sa tournée outre-mer, de vous le dédicacer et on vous l'enverra à ce moment-là. Voilà. Donc, en tout cas, merci de votre participation. Vous avez été très nombreux à commenter. Merci également de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus ça donne de la visibilité, bien évidemment, à la chaîne Fastlane TV et à notre émission Talkback GP. Encore une fois, merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée et à très vite pour un prochain épisode de Talkback GP.